Des grottes aux villas de luxe, les habitations ont toujours été, et seront toujours, notre refuge à nous, les humains. Cela dit, toutes les maisons ne sont pas vraiment conçues pour offrir la sécurité, la protection et le confort dont on a tant besoin. Entre celles qui tiennent en équilibre au bord de précipices vertigineux et celles qui sont un peu trop proches des requins ou des volcans, découvrez avec moi quelques-unes des maisons les plus dangereuses du monde. La tour de la terreur. Vous connaissez sûrement le dicton, aux États-Unis, tout est plus grand. Pourtant, juste de l'autre côté du détroit en Russie, on trouve une maison qui rivalise presque avec les excès américains. Une maison qui en réalité est devenue beaucoup trop grande pour son propre bien. Je vous explique. Notre histoire commence en Russie en 1992. Cette année-là, l'homme d'affaires Nikolai Petrovitch Soutiagin commence à construire sa maison entièrement en bois dans la ville d'Arkhangelsk. En tant qu'homme le plus riche de sa ville, Soutiagin voulait afficher sa fortune avec une somptueuse maison de 2 étages. Mais à mesure que les travaux touchaient à leur fin, il restait insatisfait. Il manquait quelque chose. Un étage de plus peut-être. Alors il en rajoutait un. Mais ça ne lui suffisait toujours pas. Alors il en ajouta un autre, puis encore un autre, jusqu'à se retrouver face à ce qui pourrait être décrit comme un manoir hanté inachevé de 44 mètres de haut et de 13 étages, ou plutôt la maison Soutiagin. Mais après tous ses efforts, en 1998, Soutiagin trouva un autre logement, la prison. Il s'est avéré que ses pratiques commerciales n'étaient pas vraiment irréprochables, et des accusations d'extorsion lui valurent une peine de 4 ans de prison. Quant à son gratte-ciel en bois inachevé, dont les derniers étages n'étaient guère plus qu'une coquille vide et sans aucun aménagement, il tomba rapidement en ruine. Les voisins ne tardèrent pas à se plaindre que cette immense demeure abandonnée représentait un danger pour le quartier. Au moindre souffle de vent, la maison produisait, paraît-il, des bruits inquiétants. Et lorsque les rafales devenaient plus fortes, les planches de bois s'envolaient jusque dans les jardins voisins. Les choses ne s'améliorèrent pas vraiment quand le propriétaire sortit de prison et revint y vivre. Malheureusement pour Soutiagin, la loi russe imposait une autorisation officielle pour toute construction dépassant 2 étages. Autorisation qu'il n'avait jamais obtenue bien sûr. Avec sa taille gigantesque et sa structure entièrement en bois, la bâtisse fut également jugée extrêmement dangereuse en cas d'incendie. Les autorités craignaient qu'un feu ne détruise tout le quartier. Il reçut donc l'ordre de démolir les étages supérieurs, puis continua d'habiter de ce qu'il restait jusqu'à ce qu'en 2018, on lui ordonne finalement de raser entièrement le reste de son immense demeure. À vrai dire, Soutiagin était probablement plus en sécurité dans sa cellule en prison. Avec une maison qui tremblait au moindre coup de vent et une qualité de construction si douteuse que les morceaux s'en détachaient régulièrement, il n'est pas difficile d'imaginer qu'elle aurait fini par s'effondrer complètement, comme un château de cartes sous la pluie, sauf qu'il y aurait eu beaucoup plus d'échardes. Vivre au bord du vide. Selon de récentes recherches en imagerie cérébrale, vivre à proximité de l'eau serait exactement ce que le médecin pourrait prescrire, puisqu'il a été démontré que cela stimule les hormones du bien-être comme la dopamine et l'oxytocine. Mais il s'avère aussi que vivre au bord de l'eau est peut-être l'un des choix les plus risqués qui soit. On est en juin 2022 lorsque la région du parc national de Yellowstone est frappée par des tempêtes historiques. Un phénomène météorologique appelé rivière atmosphérique, composé d'un flux d'air chaud et extrêmement humide, s'abat sur Yellowstone. Et comme vous pouvez le voir, provoque des inondations dévastatrices. Dans le chaos des maisons, des routes et des ponts sont détruits, tandis que plusieurs zones doivent être évacuées. Après 3 jours à subir des intempéries, la situation allait encore empirer pour un couple du Montana, TJ et Victoria Britton. Leur maison où ils vivaient depuis 16 ans se trouvait juste au bord de la rivière Yellowstone. Au plus fort de la tempête, ils commencèrent à sentir leur maison trembler. Le lendemain matin, la rivière avait atteint environ 4,3 mètres de hauteur et grignotait rapidement la berge, rendant leur maison de plus en plus instable. Pour leur sécurité, ils furent contraints d'évacuer et d'assister impuissants à la suite des événements jusqu'à ce que... Regardez par vous-même. Oh my gosh. Oui, en quelques secondes à peine, la maison dans laquelle TJ et Victoria avaient vécu pendant 16 ans ainsi que toutes leurs affaires furent emportées par la rivière, ne leur laissant absolument plus rien. Ça donne une toute nouvelle définition à l'expression « être abandonné ». Imaginez que ce soit carrément votre maison qui décide de vous quitter. Plus sérieusement, dans les jours qui suivirent, la famille passa le temps à fouiller les berges et la rivière dans l'espoir de récupérer quelques effets personnels. Et même si cette tragédie relève de terribles coups du sort, construire aussi près d'une rivière reste un choix particulièrement risqué, même avec d'importants systèmes de contrôle des crues.
Les rivières peuvent provoquer des inondations catastrophiques. Alors oui, la vue est magnifique, mais elle s'accompagne de sérieux dangers. Et même sans inondation, une rivière peut lentement détruire le terrain qui l'entoure. Ce phénomène s'appelle l'avulsion. Au fil du temps, une rivière peut naturellement modifier son lit permanent en suivant un chemin offrant le moins de résistance. Regardez comment simplement la rivière Ucayali, au Pérou, a changé de trajectoire entre 1984 et 2012. Mais malheureusement, la maison dévorée par la rivière que nous venons de voir est loin d'être un cas isolé. En 2017, une maison située au bord d'une rivière à Warren, dans le New Hampshire, fut elle aussi arrachée à ses fondations avant d'être emportée par le courant. Et comme si c'était pas déjà assez dramatique, les derniers espoirs de pouvoir récupérer furent anéantis par ce qui arriva ensuite. Ouais, voilà pourquoi faut jamais sous-estimer Mère Nature. Elle est littéralement capable de plier votre maison en deux comme une simple feuille de papier mouillé. Et pourtant à l'inverse, cette maison qui se trouve littéralement au milieu du fleuve Saint-Laurent dans l'état de New York est toujours debout après plus de 70 ans. Connue sous le nom de Just Romanoff Island, cette minuscule île a été achetée par la famille Sizeland dans les années 50, qui a construit une maison afin d'avoir un refuge isolé. Et contre toute attente, malgré l'érosion et les crues, elle tient toujours debout. Certes, le niveau d'eau sur une grande partie du fleuve Saint-Laurent est surveillé et régulé grâce à des barrages, mais rien ne garantit que Mère Nature ne décidera pas un jour d'emporter cette charmante petite maison malgré tout. Une réalité que cette maison en Serbie connaît très bien. L'histoire de cette étrange petite maison commence durant l'été 1968. Les frères Milija et Milan Mandic, accompagnés de leurs amis, avaient l'habitude de se baigner dans la rivière Drina près de la ville de Bajina Basta. Au milieu de la rivière se trouvait un rocher sur lequel ils venaient se reposer. Mais sous le soleil écrasant, il devenait vite insupportable d'y rester. Ils eurent alors une idée, construire une véritable cabane directement sur le rocher, aujourd'hui connue sous le nom de maison de la rivière Drina. Malheureusement, à l'arrivée de l'automne, les fortes pluies et la montée des eaux emportèrent leur cabane. Elle fut reconstruite, puis détruite à nouveau, reconstruite, détruite encore, et ainsi de suite, jusqu'en 2011, où elles furent reconstruites pour la 7e fois. Depuis, elle est restée debout pendant 11 années suivantes. Même si on peut raisonnablement penser que c'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne soit à nouveau arrachée de son rocher. Alors si vous aviez prévu de construire une maison sur un rocher au milieu d'une rivière, je vous le déconseille fortement. Sinon, vous pouvez toujours faire comme moi et directement vivre dans la rivière. Love la vida loca. On dit souvent qu'il faut aimer son prochain, mais que faire quand ton voisin est un gigantesque volcan au tempérament explosif? Non, je parle pas de la vieille voisine grincheuse 3 maisons plus loin. Je parle bien sûr du Mauna Loa à Hawaï. Autrement dit, le plus grand volcan actif au monde. Et au pied de ce monstre se trouve sans doute le Airbnb le plus casse-cou qui existe, la Phoenix House. Depuis près de 700 000 ans, le Mauna Loa crache régulièrement de la lave sur les terres qui l'entourent. Certaines de ces colères ont été particulièrement dévastatrices, comme l'éruption de 1950 qui a entièrement détruit plusieurs villages voisins. Pourtant, malgré tout ça, William Bylard, fondateur de l'entreprise de tourisme durable Artstree, s'est dit que franchement, quel meilleur endroit pour construire une maison. Bon, aujourd'hui, la maison n'est pas littéralement encerclée par la lave, mais elle repose quand même sur une ancienne coulée solidifiée. Et avec seulement 6,5 km qui la séparent du volcan, elle se trouve clairement dans la zone où un nouveau coup de colère du Mauna Loa pourrait faire très mal. Jusqu'à présent, sa dernière éruption remontait à 1984, mais en novembre 2022, le Mauna Loa a prouvé qu'il était toujours aussi actif en entrant de nouveau en éruption, envoyant une coulée de lave qui a parcouru près de 18 km avant de s'arrêter. Heureusement, cette coulée est passée loin de la Phoenix House et cette éruption n'a fait aucun blessé. Grâce à cette relative clémence, la maison était toujours proposée sur Airbnb au début de l'année 2023. Mais cela ne signifie pas qu'elle sera en sécurité pour toujours. Elle reste exposée aux coulées de lave ainsi qu'aux émissions de dioxyde de carbone provenant des profondeurs brûlantes de la Terre. Mais soyons honnêtes, c'est quand même un endroit sacrément incroyable où séjourner, non? Après tout, où pourrais-tu mieux vivre ton fantasme de super vilain que dans un Airbnb où tu pourrais te réveiller le matin avec une rivière de lave juste devant chez toi? Accroché au bord du vide. On rêve tous d'avoir une chambre avec vue sur l'océan. Et même si de nombreux habitants de Malibu profitent déjà de leur maison à bord de mer, cette prochaine habitation pousse le concept à un tout autre niveau. Je vous présente la vertigineuse Cliff House. Imaginée en 2014 par le cabinet d'architecture australien Modscape, cette maison est née après que plusieurs de leurs clients aient demandé des habitations dans des lieux côtiers extrêmement escarpés.
On peut dire qu'ils ont été servis. Accrochée directement à la falaise, cette maison modulaire offre une vue panoramique spectaculaire sur l'océan. Bon, en théorie, un tel projet est tout à fait réalisable, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'un concept. Et si elle devait réellement être construite, les architectes expliquent qu'il faudrait utiliser des techniques de construction très particulières. Chaque étage, conçu comme un module préfabriqué indépendant, devrait être solidement fixé dans la falaise grâce à des tiges d'acier spécialement conçues à cet effet. Mais ironiquement, l'océan, qui représente justement tout l'intérêt de cette maison, pourrait aussi être sa perte. En moyenne, une falaise rocheuse recule naturellement de 5 à 18 cm par an sous l'effet combiné des vagues et du vent qui les rôde sans relâche. Il est donc tout à fait possible que dans quelques décennies, la partie inférieure de la falaise ait suffisamment disparu pour créer un énorme surplomb devenu instable, prêt à s'effondrer. Un peu comme cette image fictive créée pour une campagne publicitaire en 2013. Bien sûr, dans ce cas précis, un tel projet ne serait réalisable que si la roche était suffisamment solide pour supporter le poids de la maison, sans que tout le surplomb ne casse net comme un simple biscuit sec. Personnellement, je tenterais pas ma chance. Cela dit, imaginez si elle finissait vraiment par tomber dans la mer. Là, pour le coup, on pourrait vraiment parler d'une chambre avec vue sur l'océan. Dans le monde réel, une autre construction est littéralement suspendue à une falaise, le temple suspendu de Guangkongxi. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un temple construit directement sur une paroi rocheuse près du mont Heng dans la province chinoise du Shaanxi. Construit au 8e siècle, ce temple est consacré à 3 religions: le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Et quand on pense à son époque de construction ainsi qu'au fait qu'il soit toujours debout aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un exploit architectural. Perché à 75 mètres au-dessus du sol, le temple n'est accessible que par une série de passerelles particulièrement étroites et vertigineuses. Sa structure principale repose sur de grosses poutres en chêne encastrées dans des cavités taillées directement dans la falaise. On pourrait croire que des siècles d'érosion auraient fini par avoir raison de l'édifice, non? Eh bien, pas vraiment. Grâce au sommet rocheux qui le surplombe, le temple est remarquablement protégé contre les intempéries. Sans oublier qu'à plus de 60 mètres de hauteur, il est totalement à l'abri des inondations. Cela dit, en 2015, une période de pluie continue à provoquer plusieurs chutes de pierre depuis la falaise, obligeant les autorités à fermer temporairement le site pour des raisons de sécurité. Bref, malgré son incroyable longévité, vivre accroché à une falaise reste probablement une idée plutôt risquée. Ne serait-ce qu'à cause du seul danger dont nous avons finalement presque pas parlé, la maladresse humaine, évidemment. La vie au sommet. Avec le rythme effréné de la vie moderne, on a parfois envie de faire comme Elsa et de s'isoler dans un château au sommet des montagnes. Bon, c'est peut-être pas complètement impossible, même s'il faut accepter un peu moins de palais de glace et beaucoup moins de bonhommes de neige qui chantent. En revanche, mieux vaut être prêt à prendre quelques risques. L'une des habitations de montagne, conçue en 2014, s'appelle le Bivaco Luca Pasqualetti. Cette petite cabane est perchée à environ 3290 mètres d'altitude dans les Alpes italiennes. Elle est l'œuvre des architectes italiens Roberto Dini et Stefano Ghiraudo, qui l'ont imaginée pour encourager les explorateurs à découvrir cette région extrêmement isolée. Mais les conditions étant particulièrement dangereuses à cette altitude, toute la structure a dû être préfabriquée puis transportée jusqu'au sommet par hélicoptère. Et effectivement, les conditions météorologiques dans les Alpes peuvent être absolument infernales. Il n'est pas rare que les températures descendent sous les moins 20 degrés Celsius, tandis que les rafales de vent peuvent atteindre près de 200 km/h. La structure repose sur ce que ses créateurs décrivent eux-mêmes comme des fondations temporaires. Alors entendre ces vents violents frapper la petite cabane n'a franchement rien de rassurant. Sans compter que les Alpes sont également connues pour leurs nombreux glissements de terrain. Après les architectes, cette drôle de boîte métallique est parfaitement capable de résister à toutes ces conditions extrêmes. Mais enfin, regardez-la. Vous lui confierez vraiment votre vie en pleine tempête de neige, sans même parler du risque de simplement trébucher sur les rochers tranchants au sommet où elle est construite. Personnellement, je préfère largement la vie en ville, surtout qu'il y a un Starbucks à chaque coin de rue. Chambre d'hôtel, avec des requins en bonus. Du Four Seasons au Savoy, un hôtel est censé offrir confort et détente. Mais lorsqu'un établissement porte le titre de l'hôtel le plus dangereux du monde, autant oublier immédiatement ces deux notions. Dans les années 60, une station des gardes-côtes appelée Frying Pan Tower a été construite à environ 55 km du large de la Caroline du Nord. À l'origine, elle servait à guider les navires dans l'Atlantique, mais avec l'arrivée du GPS, elle est rapidement devenue inutile. En 2004, elle fut totalement abandonnée. Comme elle se trouvait dans une zone de récif protégée, il était impossible de la démolir. Elle fut donc mise aux enchères. Et c'est Richard Neal qui remporta la mise. Et il avait de grandes ambitions. Son objectif était de restaurer cette structure délabrée, mais il lui fallait de l'argent. Il décida alors de transformer en hôtel destiné aux amateurs de sensations fortes, et croyez-moi, les sensations fortes ne manquent vraiment pas là-bas. Entre les vents violents du large et les températures glaciales, le simple fait de séjourner sur la Frying Pan Tower est déjà dangereux en soi, mais ce n'est pas tout.
Les eaux qui l'entourent immédiatement la tour sont aussi un lieu de prédilection pour les requins. Autrement dit, il suffit d'un seul faux pas pour se retrouver dans une situation digne des dents de la mer. Et même si les requins ne sont pas tous des monstres sanguinaires, les requins taureaux gris qui vivent dans cette zone figurent régulièrement parmi les 10 espèces les plus agressives au monde, avec 35 attaques non provoquées recensées contre des humains. Autant dire que ce ne sont pas vraiment ceux avec lesquels on a envie de barboter en paniquant. Et indépendamment des requins ou de la météo, la structure elle-même représente également un danger. Les tempêtes répétées et les embruns salés ont fortement attaqué le métal, laissant la tour gravement rouillée et fragilisée. Résultat, ce séjour romantique un peu particulier est une rénovation permanente. Bien sûr, Richard et son équipe font tout leur possible pour rendre l'hôtel aussi sûr que possible. Mais quand on sait qu'il faut signer une décharge avant d'y mettre les pieds, il faut être bien plus courageux que moi pour tenter sa chance dans ce qui est probablement l'hôtel le plus dangereux du monde. Au secours, la terre a avalé ma maison. Ah, la Floride, la Sunshine State. Avec une température moyenne annuelle d'environ 22 degrés Celsius, on comprend facilement d'où lui vient ce surnom. Pourtant, derrière ce soleil presque permanent, un danger rôde sous la surface, les dolines. D'immenses trous capables d'engloutir des maisons entières. On est le 28 février 2013, Jeffrey Bush, 37 ans, dort tranquillement dans sa maison de Seffner. Enfin, jusqu'à environ 23 heures lorsqu'une gigantesque doline s'ouvre brutalement sous son habitation, engloutissant sa chambre avec lui d'une seule bouchée. Et on ne l'a jamais revu. De la même manière, en 2015, 5 maisons situées dans un quartier résidentiel au nord de Tampa se sont retrouvées menacées par une doline remplie d'eau de près de 69 mètres de diamètre et de 15 mètres de profondeur. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet incident, mais la réalité est que les dolines sont tellement fréquentes en Floride que les compagnies d'assurance habitation sont même tenues de proposer des garanties spécifiques contre les effondrements catastrophiques du sol. Mais au fait, comment ces dolines se forment-elles ? La Floride repose principalement sur une roche calcaire, qui se dissout relativement facilement en contact de l'eau de pluie, surtout lorsque celle-ci devient légèrement acide après avoir traversé la couche de terre en surface. À mesure que le calcaire se dissout, il crée progressivement un immense réseau de cavités souterraines appelées reliefs karstiques. Avec le temps, ces cavités finissent par s'effondrer, souvent lorsque le niveau des nappes phréatiques baisse, provoquant des dolines parfois dramatiques, comme celle qui a coûté la vie à Jeffrey Bush. Le plus effrayant, c'est qu'elles sont pratiquement impossibles à prévoir, ce qui signifie qu'un habitant de Floride est peut-être tranquillement installé chez lui en train de regarder cette vidéo, sans se douter que le sol est peut-être sur le point de le dévorer tout cru. Finalement, il semblerait que la Floride soit vraiment un endroit étonnamment dangereux où vivre, et pas seulement à cause de ses habitants complètement déjantés. Au sommet du rocher. Quand je dis au sommet du rocher, vous pensez peut-être immédiatement au célèbre observatoire de New York. Pourtant, moi, je parle en réalité du pilier du Kachki. Situé dans le village de Kachki, dans l'ouest de la Géorgie, le pilier de Kachki abrite probablement l'une des églises les plus dangereuses du monde. On raconte même qu'elle est habitée par Maxime Kodvarts, un moine d'une église orthodoxe. Cette immense colonne naturelle de calcaire culmine à près de 40 mètres de hauteur. Mais pourquoi construire une église tout là-haut ? Entre le Xe et le XIIIe siècle, elle a été édifiée pour offrir un lieu de prière chrétienne paisible, loin de toute distraction. Faut reconnaître que la tranquillité est garantie, à condition de réussir à calmer son vertige. Maxime, le moine âgé qui vit au sommet du pilier, y habite depuis plus de 20 ans. Il ne redescend que 2 fois par semaine afin de prier avec ses fidèles au pied du rocher. Apparemment, la hauteur ne lui fait absolument pas peur puisqu'avant d'entrer dans les ordres, il travaillait comme grutier. Et puis selon lui, vivre là-haut lui permet de se sentir plus proche de Dieu. Je comprends un peu son raisonnement, après tout, il est quasiment au paradis. Malgré tout, l'accès se fait uniquement grâce à une échelle métallique, et grimper près de 40 mètres n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une activité adaptée aux seniors. Sans oublier le risque d'érosion du pilier lui-même. Comme nous l'avons déjà vu, le calcaire dont il est constitué s'érode relativement facilement sous l'effet de la pluie. Il est donc tout à fait possible qu'un jour la colonne finisse par céder, ramenant son unique habitant sur Terre de manière particulièrement brutale. Espérons qu'il garde un parachute à portée de main. Une maison qui s'envole. Ah, les films Pixar. Ils ont ce talent incroyable pour nous faire croire que l'impossible est parfaitement réalisable. Entre un monde rempli de monstres, des jouets qui parlent, et une maison capable de voyager grâce à des ballons. Mais si c'était vraiment possible, vous savez, prendre son envol dans une maison suspendue à des ballons ? Eh bien aussi étrange que ça puisse paraître, oui, c'est théoriquement possible. Bon, ce serait quand même un peu plus compliqué que ce que Carl Fredricksen nous a laissé croire dans là-haut. Disons simplement qu'il faudrait beaucoup de ballons. Mais combien exactement ? Pour commencer, les ballons à l'hélium flottent parce qu'ils sont plus légers et moins denses que l'air qu'ils déplacent. Grâce au principe de la poussée d'Archimède, ils subissent une force dirigée vers le haut, suffisante pour compenser leur poids et les faire monter. En revanche, produire suffisamment de portance pour soulever une maison, c'est une toute autre histoire. Imaginons une petite maison pesant environ 45 tonnes,
Un ballon à hélium génère une poussée lui permettant de soulever environ 30 grammes par litre d'hélium. Pour connaître le nombre de ballons nécessaires, il suffit donc de diviser le poids de la maison par la portance d'un ballon. Alors faisons les calculs. Retenons la retenue et voilà. Il faudrait près d'1,5 million de ballons pour commencer à faire décoller la maison, et ça ferait une sacrée fête d'anniversaire. Mais le plus fou, c'est qu'en 2011, National Geographic a réellement tenté l'expérience, et ils ont effectivement réussi à faire voler une maison, enfin plus ou moins. En réalité, ils ont construit une version beaucoup plus légère, davantage comparable à la nacelle d'une montgolfière. Ils ont également utilisé de très gros ballons météorologiques de près de 2,5 mètres de haut, spécialement conçus pour résister aux hautes altitudes. Avec seulement 300 de ces énormes ballons, chacun rempli d'une bonbonne complète d'hélium, la maison a effectué un vol d'1 heure au-dessus du désert de Californie avec 2 personnes à bord. Alors, avant de vider tout le rayon d'anniversaire du magasin du coin pour acheter des millions de ballons, il faut rappeler que l'expérience de National Geographic s'est déroulée dans des conditions extrêmement contrôlées et simplifiées. Dans la vraie vie, une véritable maison volante serait probablement beaucoup plus mortelle qu'amusante. Entre les avions, les immeubles, les plans d'eau, les ballons qui pourraient éclater et l'absence totale de moyens de diriger correctement l'ensemble, on comprend vite pourquoi ce concept fonctionne beaucoup mieux dans l'univers Pixar que dans le nôtre. Alors, est-ce que la maison de là-haut est théoriquement possible? Plus ou moins. Est-ce que quelqu'un devrait essayer? Absolument pas. Le salon de thé dans les arbres. À Chino, dans la préfecture de Nagano au Japon, se trouve une minuscule cabane de seulement 2,7 mètres carrés, construite entre 2 châtaigniers afin d'y boire le thé avec une vue exceptionnelle. Son nom, Takasugi-han, qui signifie littéralement un salon de thé construit beaucoup trop haut. Cette étrange création est l'œuvre de l'architecte japonais Terunobu Fujimori, connu pour ses bâtiments excentriques utilisant des matériaux naturels tout en détournant les techniques de construction traditionnelles. Il n'a pas fait exception avec ce salon de thé perché. Mais cette étonnante cabane pourrait bien être un peu plus dangereuse qu'elle en a l'air. D'ailleurs, en 2010, le magazine Le Times l'a classée parmi les bâtiments les plus précaires du monde. Ce qui n'a finalement rien de surprenant lorsqu'on sait qu'elle repose uniquement sur 2 arbres particulièrement fins. Après tout, suffit de voir à quel point les arbres peuvent tomber facilement lors des tempêtes. Et comme Takasugi-han se trouve au Japon, le risque est encore plus impressionnant. Le pays étant classé parmi les plus touchés au monde par les phénomènes météorologiques extrêmes, sans oublier les tremblements de terre qui pourraient décrocher la cabane comme un cavalier projeté par un cheval sauvage. Bref, il se pourrait bien qu'un jour Takasugi-han renverse le thé, si vous voyez ce que je veux dire. Dans un style tout aussi impressionnant, on trouve également les cabanes dans les arbres de la tribu Korowai en Nouvelle-Guinée. Construites principalement à partir de branches et culminant jusqu'à près de 35 mètres de hauteur, ces habitations donnent l'impression qu'un simple coup de vent pourrait suffire à les détruire. Cela dit, les Korowai sont restés presque totalement isolés du reste du monde jusqu'aux années 70, et les contacts restent encore aujourd'hui très limités. Les dangers réels de leur maison sont donc assez mal documentés. Mais même si les Korowai sont réputés d'être d'excellents grimpeurs, on imagine facilement à quel point cette ascension peut devenir compliquée pour les membres les plus âgés de la tribu. Enfin, personnellement, je vois aucun monte-escalier pour aider ma grand-mère à rentrer chez elle. Et vous? Et malheureusement, c'est déjà tout le temps que nous avons aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces maisons vous semble être la plus dangereuse de ces journées, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.